Maintenant, on a une définition de ces violences. On sait qu'elles sont liées à l'appartenance au sexe féminin, qu'elles peuvent toucher les femmes dans toutes sortes de moyens et causer des dommages physiques, sexuels, psychologiques. Comprendre la menace de tels actes, la privation arbitraire de liberté, la contrainte, l'isolement, toutes ces données-là sont très importantes. Et depuis 50 ans, nous avons commencé à travailler pour enlever le voile qui cache ces formes de violence multiples. Le viol, au fond, dans la domination masculine, je dirais que c'est l'essieu de la roue du pouvoir de domination des hommes sur les femmes. S'approprier leur corps, s'approprier leur sexe, ça a été leur droit pendant des millénaires, et aujourd'hui c'est fini. Pour qu'une femme qui a subi un viol sache qu'au 0800 05 95 95, on va l'entendre, l'écouter, la soutenir, l'aider à dissiper la confusion que l'agresseur a créée sur ses actes et sur ses faits. Avec elle, on va éclairer la scène de crime et mettre en évidence la stratégie que cet agresseur a utilisée pour l'utiliser comme un objet, un sac à sperme. On pensait qu'on avait gagné, car aujourd'hui, le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, surprise ou contrainte, est un viol. Alors tout acte de pénétration sexuelle, c'est ce qui va faire la différence entre les agressions sexuelles sans pénétration, qui sont des délits, et l'agression sexuelle avec pénétration, qui est le crime de viol. L'auteur de ces actes, le violeur, encourt une peine de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, surprise ou contrainte. C'est ce qu'on va appeler les éléments constitutifs du viol. Donc il faut d'une part qu'il y ait une pénétration sexuelle, et puis qu'il y ait ou menace, ou violence, ou surprise, ou contrainte. Violence, c'est facile, ça se voit, ça laisse des traces, ça se photographie, ça se décrit. La contrainte, la menace ou la surprise, c'est plus difficile. Nous avons ouvert le 8 mars 1986 au 0800 05 95 95. Aujourd'hui, nous avons plus de 52 000 récits de viol que nous confient les personnes qui nous appellent. En très grande majorité, ce sont des femmes, 90 à 95%. Plus de 60% des appels émanaient de femmes adultes, de femmes très adultes, âgées, voire très âgées, qui nous racontaient 10 ans de viol à la maison par papa. Alors, nous avons beaucoup avancé. Aujourd'hui, des enfants victimes de viol, leur parole est mieux écoutée, mieux entendue, et surtout, leur recours en justice est plus largement offert. Parce qu'aujourd'hui, la prescription du crime de viol, qui est de 10 ans pour les victimes majeures, seulement 10 ans, et de 20 ans pour les victimes mineures, a daté de leur majorité. Et ça, c'est très important, parce que ça va permettre que la parole de ces enfants conduise à dire stop à la personne qui les a utilisés comme un objet sexuel et qui est en train de les casser et de les abîmer. Entendre la parole des enfants, et je crois que vous avez à d'autres moments travaillé sur ces thèmes-là, et c'est très important. On a aussi avancé dans notre société, dans le fait qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le viol à l'intérieur des familles, ça peut exister. Alors maintenant, l'étape qu'il nous reste à faire, c'est que ça n'existe plus et qu'il n'y ait plus de viols intrafamiliaux. Mais pour l'instant, on n'en est évidemment pas là. Ça a été la première découverte de notre travail à Viol Femmes Information. Et autant nous étions surprises d'avoir autant de récits de viols dans l'enfance par des femmes adultes, qui en plus nous racontaient leur parcours de vie, avec toutes les traces, avec toutes les blessures, avec toutes les failles, avec tous les ravages, à l'adolescence, jeune adulte, amoureuse essayant de créer un couple, ayant des enfants, des drames terribles. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'elles étaient très surprises d'apprendre qu'il y en avait d'autres. Parce que nous leur disions au téléphone, vous savez, en ce moment, beaucoup de femmes nous appellent, « Oh, il y en a d'autres !» Oui, il y en a d'autres. Parce que s'il y en a d'autres, ça veut dire que c'est pas moi qui suis responsable. C'est pas à cause de moi que c'est arrivé. C'est parce qu'il y avait là un homme qui avait décidé de me violer. Et ça, c'est une étape très importante. Car nous sommes dans des cultures millénaires dans lesquelles on a fait porter sur les petits, sur les faibles, sur les victimes, la responsabilité de ce qui leur est imposé par les forts, les dominants. Et en matière de violence sexuelle, c'est redoutable. Les agresseurs ont organisé un système de domination qui fait que c'est la victime qui pense être responsable de ce qui s'est passé. Et donc nous, à notre téléphone, aujourd'hui, avec nos 52 000 récits de viol,
nous avons vu à quel point le violeur a une stratégie. Il a une stratégie, il a un scénario, il sait ce qu'il veut faire. Et puis ils organisent leurs actes en fonction de priorités principales. D'abord, isoler la victime. Alors ça peut être géographiquement, socialement, familialement, professionnellement. Elle sera à sa merci, sous son emprise, et elle n'aura personne à qui raconter ce qui se passe, et donc de plus en plus, sa pensée va être intoxiquée par la propagande de l'agresseur. Isoler la victime, c'est efficace, et c'est la première démarche des bons agresseurs. Deuxième grand principe d'un agresseur, dévaloriser sa victime, la traiter comme un objet, comme une chose. Elle vaut rien, c'est une sac à sperme. Si vous êtes considéré comme ça, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut vous écouter? Est-ce que vous pensez que vous avez des droits? Est-ce que vous pensez que vous avez même droit à la parole? Donc, penser que c'est elle qui est responsable, ça va évidemment l'empêcher de parler, de dénoncer les faits, et puis ça va l'engager dans un système où elle pense qu'elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas faire ça. Et puis, la véritable priorité des agresseurs, et on n'y pense pas assez, c'est d'assurer leur impunité. Et pour assurer leur impunité, première étape, recruter des alliés. Alors cette personne vous raconte un tigre dangereux, méchant, violent, brutal. Et quand vous le rencontrez, costume 3 pièces, chaussures cirées, il est calme, il est à l'heure, il utilise les mots qu'il faut, il raconte simplement. Alors qu'elle, elle est brouillonne, elle vous a dit une chose, elle vous dit le contraire, elle est arrivée, elle est fatigante. Voilà. Recruter des alliés, c'est très important. Et dans tous les lieux de vie collective, ça va être créer autour de cette personne une espèce de suspicion. T'as vu, la nouvelle secrétaire est un peu spéciale, hein, c'est-à-dire créer une alliance des forts contre les faibles. Alors on va le trouver à l'université, on va le trouver dans l'entreprise, on va le trouver dans le sport. Et ce qui fait que cette personne est encore plus isolée, est encore plus à part. Voilà. Alors ça, c'est les idées fixes des agresseurs. Donc finalement, on s'est dit, bah c'est simple, puisqu'ils font ça, on va faire le contraire. Ils l'isolent, je me rapproche, je lui donne un autre rendez-vous, je la mets en contact avec un thérapeute, avec un médecin, avec une association, avec un avocat. Ils l'humilient, ils la dévalorisent. Nous, on va verser au capital d'estime de soi. Elle est très courageuse, elle est en vie, elle parle, elle cherche de l'aide, elle s'est adressée à vous, elle essaye de trouver quelque chose. Magnifique. Il fait régner la terreur. On va se préoccuper d'assurer la sécurité. Et là, on a beaucoup de progrès à faire. Alors, assurer la sécurité, c'est complexe. On a aujourd'hui un nouveau moyen, puisque le téléphone grave danger, dont vous parlerez à un autre moment, peut être attribué à des victimes de viol. Mais c'est tout nouveau, c'est pas encore très efficacement distribué, ça va venir. Alors, il dit que c'est de sa faute. À nous, c'est clair. On a le code pénal, et c'est écrit, c'est celui qui fait, qui y est. Sinon, hôpital psychiatrique. Et là, on a du travail. Et enfin, puisqu'il cherche à garantir son impunité, nous, on va au contraire constituer les dossiers et soutenir la parole des victimes en justice. Alors, le collectif féministe contre le viol se constitue partie civile aux côtés de certaines victimes qui le souhaitent, dans des affaires qui peuvent faire avancer la prise en considération du viol. Et puis, on va recueillir les témoignages, les certificats, les récits. On va aider cette personne à dire ce qui s'est passé. Et dire ce qui s'est passé, ça se fait comme dans un film, image par image, c'est-à-dire avant, pendant, après. C'est douloureux, il faut trouver des mots, il faut du temps, il faut du soutien, mais ça permet aussi de mettre dehors ce qui m'abîme à l'intérieur. Et c'est pour ça que la parole a des effets thérapeutiques quand elle est déposée dans un endroit de solidarité et de soutien, comme le 0800 05 95 95.